Voilà, c'est bon, on y est. Bon bonjour à toutes et tous. C'est un vrai plaisir de se retrouver aujourd'hui. Alors, je vais vous parler un peu effectivement du travail que l'on mène pour essayer de faire reconnaître des droits environnementaux et puis aussi l'obligation d'agir pour le climat. Peut-être avant de commencer, deux petits mots rapides. Le premier, pour vous dire, et notamment je vois qu'il y a quand même du monde dans ce colloque, et pour vous dire que Christelle Cournil est modeste, mais qu'elle joue un rôle incroyable dans le travail que l'on mène, sur les sujets que l'on aborde aujourd'hui, et qu'elle le fait sans compter son énergie, avec une grande générosité, avec toujours l'envie de coopérer avec le plus grand nombre et un très grand talent. Et je tiens voilà, à dire notamment à ces étudiantes et ces étudiants qui sont avec nous, que vous avez une chance inouïe d'avoir Christelle pour professeure. Voilà. Donc je le fais dès que je peux, dès que j'en ai l'occasion, parce qu'elle le mérite de souligner voilà, la personne incroyable qu'est Christelle. La deuxième chose, c'est de vous dire, voilà, moi je suis passée du monde de l'activisme associatif pur ou presque au rôle d'élu. Bon, ça fait des années que je fais de la politique et que je fais les deux en même temps, mais aujourd'hui je suis élue, c'est la première fois. Et juste vous dire l'importance que ça a pour faire avancer les choses, que ce soit sur le terrain associatif et plutôt avec l'activisme juridique qu'on a développé avec notre affaire à tous et qui a déjà longuement été abordé lors de ce colloque, mais aussi lorsqu'on écrit les droits, de pouvoir s'appuyer sur vos connaissances, votre expertise, l'expertise qui est celle de l'ensemble des juristes qui travaillent dans les universités, avec les associations, qu'en tout cas, on a besoin de vous, et on a besoin de vous, je vais l'éclairer dans mon exposé, mais on a besoin de vous parce que finalement, les réflexions que vous menez, on ne les retrouve pas toujours dans le débat politique, et c'est bien malheureux. Donc un grand merci aussi à tous les autres et toutes les autres, surtout pour cette table ronde, intervenant à ce colloque, parce que c'est absolument essentiel, le travail que vous faites est vraiment essentiel. Donc peut-être pour commencer, vous raconter mon arrivée, ma découverte finalement de l'état des débats sur ces enjeux au sein du Parlement européen. On est arrivé, on a été élu donc fin mai, début 2019. On a commencé à s'installer en juin et puis à commencer véritablement notre travail en juillet, c'est-à-dire 6 mois avant que la Commission européenne ne soit élue. Donc on a passé, on va dire, 6 mois sans gouvernement de l'Union européenne. Et c'est donc au sein du Parlement que nous avons commencé à fixer notre agenda de travail et les sujets sur lesquels nous voulions avancer. On savait déjà, parce que ça avait été porté pendant les élections européennes, qu'il y aurait un Green Deal. C'était indéniable, l'ensemble des partis à travers l'Europe avaient parlé d'écologie, et donc on savait que quelque chose allait venir et on nous avait annoncé le Green Deal, qui nous a été confirmé début juillet 2019 par Ursula von der Leyen lors de son discours de présentation ou d'intronisation en tant que présidente de la Commission auprès du Parlement européen. Ce Green Deal-là, il me paraissait évident qu'il devait avoir un aspect légal, un aspect juridique, et qu'on ne pouvait pas seulement se contenter d'annoncer des grandes réformes environnementales, j'y reviendrai, sans prendre en compte aussi l'implication que ça pouvait avoir sur des enjeux juridiques, dont la question des traités, évidemment, mais aussi, peut-être plus simplement, la question de la responsabilité environnementale. Sauf que lorsque je suis arrivée en commission des affaires juridiques, qui est censée être la commission en charge de l'ensemble de ces débats, la quasi-intégralité de mes collègues, excepté Pascal Durand, m'a regardée avec des gros yeux en me disant « Mais de quoi elle parle celle-là ? Pourquoi il y a une responsabilité environnementale ? Pourquoi le Green Deal devrait avoir un aspect environnemental, un aspect juridique ? On ne comprend pas bien. » Donc, c'est pour vous dire le niveau dont on partait au début. Et alors, au début, puis on le refait au fur et à mesure, mais surtout on refait un bilan au bout de 2 ans et demi. Mais au début, quand on discute de notre agenda de travail, on discute des rapports d'initiative que le Parlement européen souhaite travailler, qui ont des sujets qui ont vocation notamment à être posés sur la table de la Commission européenne pour devenir des législations contraignantes. On discute aussi des études qu'on veut lancer, et d'un certain nombre d'initiatives, des colloques, des conférences avec les parlements nationaux, etc. Donc, j'ai porté ces sujets-là, évidemment, le sujet de l'obligation climatique, le sujet des droits de la nature, de l'écocide, de la responsabilité environnementale. Et, et j'ai réussi à décrocher quelques éléments, mais
Par exemple, lorsque je demandais à ce qu'on étudie de manière séparée et distincte la responsabilité civile, la responsabilité pénale et l'accès à la justice, on m'a répondu en proposant un rapport que l'on va étudier très prochainement, en proposant un rapport qui comprend l'ensemble de ces enjeux-là. Et donc, on est actuellement au sein du Parlement, au sein de différentes commissions du Parlement européen. On est en train de travailler sur un rapport qui n'est pas distinct en 3 parties qui auraient pourtant vocation à se renforcer les unes les autres, mais un seul rapport avec une limitation de taille aussi, puisqu'il y a un nombre de caractères, qui aborde l'ensemble de ces enjeux. Donc, c'est bien malheureux, mais je trouve que ça montre bien à quel point il y a un travail énorme à effectuer, ne serait-ce que pour sensibiliser les politiques, mes collègues eurodéputés, mais aussi sûrement à la Commission, sur ce qu'est notre objet et sujet de travail, sur l'ensemble des thématiques qui doivent être couvertes dans le cadre de notre travail pour le Green Deal et de son aspect légal. Alors, je suis un peu mauvaise langue quand j'implique la Commission parce que assez rapidement, le commissaire à la justice, Didier Reynders, a souligné le fait que la révision des règles relatives à la gouvernance de l'entreprise devait être rapide et effective, de sorte à intégrer notamment les objectifs du Green Deal, et puis qu'on devait aller vers un devoir de vigilance européen sur lequel les associations, et je crois que vous êtes nombreux et nombreuses ici à le savoir, travaillent depuis longtemps dans nos pays, et on a de la chance en France d'avoir eu cette loi qui a été adoptée, mais aussi au niveau de l'ONU, et que c'était à l'Europe de prendre la suite de ce travail-là, et c'est ce qui est aussi actuellement à l'étude, avec un aspect environnemental qui, à mon sens, doit encore être renforcé, mais qui tout de même existe. Je suis aussi sévère vis-à-vis de la Commission parce que le commissaire à l'environnement, Virginijus Sinkevicius, a intégré rapidement dans ses textes la nécessité d'étudier la justice environnementale, même si c'était plus fort dans les drafts, les fuites qu'on a des documents avant leur sortie officielle, et que ça a été affaibli dans la version officielle. Bon, en tout cas, dans divers documents, cet aspect des choses est mentionné. Et je terminerai en disant que Frans Timmermans a travaillé un peu dans l'ombre à la révision des régulations d'Aarhus de la Commission, enfin de l'Union européenne, dont la Convention d'Aarhus elle-même a souligné à plusieurs reprises les faiblesses, et une proposition de révision qui est fort bienvenue, mais qui est encore insuffisante et sur laquelle nous aurons à travailler assez rapidement parce que je pense que ce sera étudié dans les 2 à 3 mois qui viennent. Je vous fais ce petit tableau que je pourrais compléter en disant que quand j'ai commencé à parler de l'écocide au sein du Parlement européen, on m'a aussi regardé avec des gros yeux et qu'aujourd'hui, il y a des députés de tous les groupes politiques. Je mets à l'écart ECR et ID, qui sont les 2 groupes d'extrême droite du Parlement européen, mais on a des députés dans l'ensemble des groupes politiques qui militent aujourd'hui en la faveur de la reconnaissance de l'écocide, qui sont prêts aussi à entrer dans le train de la reconnaissance des droits de la nature. Alors évidemment, il faut donner une définition européenne de ce que veut dire les droits de la nature. C'est pas la même que dans d'autres parties du monde, mais enfin qui sont prêts à rentrer dans ce train-là, mais qui demandent encore à avoir accès à beaucoup d'expertise pour pouvoir maîtriser leur sujet, pour pouvoir le connaître, pour pouvoir avancer. Et donc, j'en reviens à ce que je disais au début, votre travail, celui que vous menez, est absolument essentiel. Et il faut qu'on continue à réaliser des études, à organiser des colloques, à en faire les actes et à les promouvoir au sein des instances dirigeantes. Parce qu'il y a un défaut d'information absolument certain. Et ensuite se pose la question de l'adhésion politique ou de la non-adhésion politique. Donc je vais repartir du Green Deal. Je vous disais tout à l'heure, le Green Deal, c'est principalement une liste d'objectifs environnementaux à rehausser. Et je le souligne parce que je le sentais déjà avant qu'on ait le texte du Green Deal par la Commission européenne. Mais on parle du Green Deal comme s'il s'agit simplement de parler de neutralité carbone à horizon 2050 avec toutes les questions que ça soulève et qui ont déjà été abordées par les intervenantes précédentes. Mais aux États-Unis, dans les années 30, le Green Deal, c'était pas seulement un plan, c'était pas une liste de législation à modifier, c'était même pas seulement un plan d'investissement, c'était une reprise en main, une réorientation complète des liens, des rapports entre le secteur public et le secteur privé. Et donc, on aurait pu imaginer qu'en reprenant les termes de Green Deal, l'Union européenne ne se contente pas de faire une liste de 50 législations à modifier ou à élaborer pour 2050, avec des objectifs environnementaux rehaussés et encore pas assez rehaussés. Yann Robieu-Duplon est là, il le sait, les objectifs qui sont adoptés, notamment en matière climatique, ne sont pas à la hauteur
du défi environnemental, ni même des accords de Paris. Mais ça aurait pu être l'occasion de revoir complètement la structuration de notre économie. Et quand je dis ça, ça a des impacts aussi par rapport à ce que disait Laura Canali, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande aux entreprises. Et la réforme de la gouvernance de l'entreprise ne suffit pas, mais qu'est-ce qu'on demande aux entreprises? Est-ce qu'on leur demande de contribuer à l'effort climatique? Dans quelle mesure? Dans quel horizon? Est-ce que ça concerne leur scope 1, leur scope 2, leur scope 3? Est-ce que ça concerne leurs activités seulement sur le territoire européen ou ailleurs? Voilà, l'ensemble de ces enjeux-là et leur responsabilité n'est pas abordé encore aujourd'hui. La question aussi majeure, à mon sens, de la responsabilité des pollueurs majeurs sur les dommages causés par le réchauffement climatique. Cette question-là n'est pas abordée, non plus que tous les sujets relatifs à la responsabilité environnementale qui ont eu lieu avant 2007. Parce qu'on a une directive sur la responsabilité environnementale qui peu ou prou commence en 2007. Et donc tous les dommages qui ont été causés auparavant, on peut penser à Salsigne, on peut penser au chlordécone, on peut penser à des tas d'autres pollutions, le bassin de lac, on a évoqué le bassin de lac, voilà, ont été commises avant 2007 et ces dommages-là ne sont absolument pas pris en compte. Une autre question qui n'est toujours pas prise en compte par ce Green Deal, alors que j'aurais beaucoup aimé l'avoir abordée, c'est la question de la justice environnementale. La justice environnementale dans son sens à la fois interne à l'Union européenne, j'y reviendrai dans un second temps, et la justice environnementale aussi dans son sens planétaire, la justice environnementale globale. Or, on est en train de discuter aujourd'hui de nos objectifs environnementaux et climatiques. À aucun moment, en réalité, n'est abordée la question des émissions importées ou des émissions délocalisées, dépendant de la manière dont on veut aborder. Aucun plan de réduction, aucune stratégie, même non contraignante, n'est abordée pour voilà, pouvoir influer sur ces émissions, alors qu'on sait bien que l'empreinte écologique de l'Union européenne a augmenté dans certains pays, a stagné dans d'autres, comme la France, et globalement compense, enfin en tout cas vient beaucoup alléger l'effort climatique global qui est menée par l'Union européenne. Et ça a été soulevé par plusieurs universitaires académiques à travers le monde. Les solutions qui sont proposées pour traiter des pollutions à l'étranger sont souvent basées sur le marché. Quand on prend l'exemple du carbone en tant que tel, ce qu'on peut nous répondre, c'est mais il y aura la taxe carbone aux frontières ou l'ajustement carbone aux frontières, ça va permettre de traiter de ces émissions importées. Ben, en fait, non, parce que c'est basé sur le marché, ce sera basé sur le marché européen du carbone et ça va avoir un impact extrêmement limité en termes économiques. C'est d'ailleurs ce que veulent les lobbies qui cherchent à affaiblir ces législations. Mais c'est la même chose aussi sur la législation à venir sur les matériaux rares, notamment les terres rares, où en fait ce qui est proposé pour pouvoir gérer, parce que c'est bien ça dont il s'agit, c'est de la gestion, non pas de la préservation, pour pouvoir gérer ces matériaux et ces terres rares, c'est encore une fois des mécanismes de marché et accompagner les pays qui possèdent ces terres et ces matériaux rares dans l'établissement de mécanismes de marché solides qui devraient permettre d'échanger avec l'Union européenne sur un pied supposé d'égalité. La question des droits environnementaux des populations ou des écosystèmes derrière n'est jamais posée, non plus que la question importante de la dette écologique, qui n'est jamais même discutée au sein de l'Union européenne, tandis que sur la question des communs ou des communs mondiaux, on n'a là non plus aucune définition, ni aucun débat politique qui émerge dans l'hémicycle, non plus qu'à la Commission européenne. Pour revenir ensuite sur la justice environnementale en interne, on a d'abord un souci évident, une sorte de nouveau rideau de fer entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et vous savez qu'actuellement, on discute à la fois du budget pluriannuel de l'Union européenne et de ce fameux plan de relance, habilement appelé plan de résilience, par l'Union européenne. Et la Hongrie et la Pologne résistent notamment au fait que leur soit imposé une sorte de veto état de droit, parce que ce sont des pays qui font reculer les libertés publiques. Et comme on est le jour de la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes, je pointe aussi que ce sont des pays dans lesquels les droits des femmes reculent. Ces deux pays, effectivement, font un veto. On a l'impression qu'on est un peu dans la République des marchands. Je te donne ça, tu me rends ça. Ils sont en train d'essayer de marchander sur les objectifs climatiques. Voilà, tout est bloqué. Évidemment, c'est l'écologie qui en pâtit.
Euh, et il y a une véritable hypocrisie derrière le débat actuel. Pourquoi je dis qu'il y a une hypocrisie? Parce que les pays d'Europe de l'Ouest, qui sont les pays les plus historiquement responsables du réchauffement climatique et de la dégradation de la planète, ont pendant des années délocalisé leur pollution en Europe de l'Est. Alors c'est un peu moins le cas de la France où on a délocalisé dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique, mais c'est le cas par exemple pour l'Allemagne qui a beaucoup délocalisé d'abord en Allemagne de l'Est et puis dans les pays de l'Est, transformant le modèle, la structure profonde de ces sociétés dans des structures productivistes de production d'hydrocarbures avec des fortes pollutions, de production de charbon et aujourd'hui avec des débats importants en matière de gaz. Si on veut répondre à la question de l'égalité, si on veut lever ce nouveau rideau de fer entre les pays de l'Est supposément opposés à l'action climatique et de l'Ouest supposément leader en matière climatique, il faut réussir à poser cette question de l'équilibre et de la justice environnementale entre nos États et des manières dont on peut la réparer. C'est pas vraiment la manière dont le sujet est abordé aujourd'hui. Et puis, à la question de la justice environnementale et climatique en interne. Christelle a cité la proposition de l'ISF climatique développée par Greenpeace. Je pense que c'est une question importante et je crois aussi qu'il faut rappeler qu'y compris sur notre territoire, les personnes âgées, les femmes sont les premières victimes des catastrophes météorologiques, soit parce qu'elles sont plus vulnérables dans leur santé, soit aussi parce qu'on voit une recrudescence des violences faites aux femmes en cas d'épisodes météorologiques extrêmes. Que les territoires les plus éloignés, je pense notamment aux territoires d'outre-mer en France, sont les plus exposés au réchauffement climatique tout en y ayant le moins contribué et que en matière fiscale, ça a été prouvé à de nombreuses reprises, le poids de la fiscalité environnementale repose de manière disproportionnée sur les plus pauvres par rapport aux plus riches qui ont pourtant une empreinte écologique, climatique, carbone beaucoup plus élevée. L'ensemble de ces sujets-là sont encore des sujets qu'on doit poser dans le débat politique, qui doivent, à mon sens, être abordés. Sinon, il peut se passer des choses révolutionnaires. Là, je vais citer un exemple positif. Mais ce qui s'est passé au Chili avec la mobilisation des étudiants et des étudiantes pour l'accès à des transports propres, qui était pour moi une crise de justice climatique, un peu à la manière dont la crise des Gilets jaunes l'a été, a poussé à l'organisation d'un référendum sur une nouvelle constitution. Et donc, on pourrait avoir un changement de régime lié à ces questions de justice climatique. Et là, c'est un exemple positif, mais c'est aussi pour donner du courage et de l'espoir à tout le monde. Je vais finir peut-être juste sur la loi climat et sa réalisation concrète, parce que je vois que l'heure tourne. La loi climat a été proposée comme l'une des premières législations de mise en œuvre de ce fameux Green Deal. Elle vise la neutralité carbone à horizon 2050, mais aussi, et c'est heureux, à rehausser les objectifs climatiques de l'Union européenne à horizon 2030. La proposition qui était celle de la Commission en juillet 2019, d'Ursula von der Leyen, puis de la Commission à partir de novembre 2019, c'était de rehausser les objectifs de l'Union de 40 à 50, voire peut-être 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. On a beaucoup travaillé et on a poussé de sorte à faire en sorte que maintenant, le chiffre évoqué est celui d'au moins 55%. Au sein du Parlement européen, on a souligné le fait que 55%, c'était pas assez. En plus, il y a des débats divers et variés derrière pour que ce soit que ça tienne en compte les puits carbone et donc en fait ce soit plutôt de 50 ou peut-être 52% que de 55. Mais enfin, on a poussé pour dire que c'était pas assez et qu'il fallait que ce soit au moins 60% net de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. On a poussé plus loin, on a perdu, c'est le chiffre de 60% qui a été retenu par le Parlement européen, c'est déjà pas mal, ça nous donne une chance de respecter l'accord de Paris en fonction de comment c'est mis en œuvre. Parce qu'en même temps, on est en train de réviser une régulation importante qui est la régulation RTE-E, ce sont des mots barbares utilisés au niveau de l'Union européenne, mais qui prévoit d'investir des milliards et des milliards d'euros dans les infrastructures énergétiques. Or, on sait que si on veut tenir nos objectifs climatiques, il faut tout de suite arrêter d'investir dans les énergies fossiles. En réalité, il faudrait déjà arrêter des puits existants, ce qu'on ne demande pas à nos entreprises, ce que j'ai souligné dans un premier temps, mais aussi cesser d'investir dans des infrastructures qui nous condamnent, qui nous enferment dans les énergies fossiles pour les 30, 40 et peut-être 50 prochaines années. Sinon, jamais on tiendra la neutralité carbone en 2050. Et pourtant, ce sont encore des milliards d'euros que nous sommes en train d'investir dans le gaz
et les propositions qui nous sont faites sur la révision de la réglementation actuelle, comme d'ailleurs sur la taxonomie sur laquelle il faudra prêter un œil extrêmement vigilant et exigeant, permettent encore de financer le gaz. Et donc, c'est bien vers une dépendance à la fois au gaz et à des régimes dans lesquels les libertés publiques et les droits humains ne sont pas vraiment respectés que l'on est en train de garantir notre dépendance certaine pour les années à venir. Voilà, donc encore très peu de cohérence entre les objectifs qui sont fixés et puis leur réalisation concrète. Peut-être parmi les victoires qu'on arrive à obtenir, j'aimerais en citer quelques-unes parce que sur le plan finalement de la justice environnementale, on réussit à obtenir des avancées. La manière dont je l'explique, c'est qu'ils ne nous voient pas venir. Voilà, et qu'ils ne comprennent pas à quel point ce qu'on est en train de faire avancer peut être structurant et majeur. Mais au sein de la résolution sur le Green Deal du Parlement européen, c'est seulement la position du Parlement européen à ce stade, mais en janvier dernier, on a demandé la reconnaissance du droit à un climat stable. Ce qui me fait très plaisir parce que c'était le premier droit qui était mobilisé dans le cas de l'affaire Juliana aux États-Unis. On a aussi réussi, en octobre dernier, dans le cadre d'un rapport sur l'arrêt de la déforestation dans le monde, à demander à ce que le Parlement soutienne officiellement la reconnaissance du droit à un environnement sain au niveau des Nations Unies. Cela devrait donc engager normalement l'ensemble des États membres. On doit maintenant travailler à partir de ce gain-là, mais aussi le fait de considérer les forêts anciennes et primaires comme des communs mondiaux. Là, j'ai une attention particulière parce que il ne faudrait pas que le fait de vouloir désigner ces espaces comme les forêts comme des communs mondiaux ou de vouloir protéger 30% de la biodiversité dans le monde conduisent à de l'accaparement des terres et à de l'expulsion des populations. Là aussi, il faut avoir une vigilance et une exigence extrême. Mais enfin, c'est quand même une victoire que nous avons obtenue. Et on a enfin obtenu dans la commission développement, donc c'est encore plus petit que la plénière du Parlement européen, mais on espère que ça se transformera en plénière dans les semaines qui viennent, à demander à ce que l'écocide soit ajouté aux compétences de la Cour pénale internationale. Voilà, donc les choses avancent, elles avancent petit à petit, on continue à les faire avancer, on a lancé une alliance internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide, on a lancé un cycle de conférences pour la reconnaissance des droits de la nature, j'ai quand même obtenu de la Commission des affaires juridiques qu'une étude soit réalisée, elle sera publiée en janvier ou en février sur le statut des communs naturels dans l'Union européenne. Et on va continuer à avancer et à construire en coopération avec plusieurs des personnes qui sont là et donc j'en suis ravie, mais pour essayer de construire le droit environnemental européen de demain en espérant qu'il soit à la hauteur des défis et des enjeux auxquels nous sommes confrontés.